ces deux mots prendront un sens radicalement. Ensuite, Darwin envoie le développement dans de telles conditions qu'il aurait mieux valu trouver un autre mot. Et on l'a trouvé. L'autre mot, c'est épigenèse. Car épigenèse s'oppose au moins à réformation. L'épigenèse, c'est le développement d'un organisme par apparition de caractères nouveaux, c'est-à-dire de caractères qui n'étaient pas contenus au préalable sous une forme quelconque. Dans le développement d'un organisme, le principe de l'épigenèse, c'est ceci. Le développement d'un organisme ne consiste pas à développer des parties préalables, si petites soient-elles, mais à faire surgir des caractères radicalement nouveaux. Cette idée, d'ailleurs, elle ne vient pas de Darwin. Darwin en hérite d'un biologiste qui s'appelle Paul, le créateur de cette notion de l'épigenèse. Dès lors, l'évolution, c'est la création de ces formes nouvelles. On se développe par création de formes nouvelles qui n'étaient pas préexistantes. Si bien que tout ce que je voulais montrer dans cette parenthèse, c'est que développement et évolution ont au XVIIe siècle un sens strictement opposé à celui qu'ils prendront à partir de Rolf et de Darwin, c'est-à-dire XVIIIe et XIXe siècle, la fin XVIIIe et XIXe siècle. C'est fait, comme ça arrive souvent dans l'histoire des notions scientifiques, une rotation complète de la notion. Si bien que vous pouvez trouver constamment le terme évolution au XVIIe siècle à propos de l'organisme, sans que vous soyez même la moindre évolutionniste, puisque l'évolution consiste toujours dans le développement de parties préformées, de parties infiniment petites, pliées de toutes les façons. Je reviens à la vie. Voyez, l'organisme contient une infinité d'organismes infiniment petits, c'est-à-dire pliés de 1000 façons sur eux-mêmes. Tout ça à l'infini. Si bien que Leibniz pourra dire, mais un organisme ne meurt jamais. Il replie ses propres parties à l'infini. Mais un organisme, au besoin, il survit dans des cendres. Pourquoi est-ce qu'il tenait tellement à tout ça? On dira tout ça, c'est pas scientifique du tout. Vous voyez tout de suite, il s'intéresse dans l'idée de la préformation. C'est parce qu'ils estiment que
la science naturelle ne peut devenir une science que si elle rompt avec l'idée de la génération spontanée. Donc c'est l'idée qu'un organisme ne peut naître que d'un organisme. Et en effet, il dit, c'est le grand argument des réformistes, s'il n'y avait pas de réformation des germes, à ce moment-là, rien n'empêcherait la génération spontanée. Et alors, voilà que la matière est constituée par cette infinité. La matière organique est constituée par cette infinité d'organismes infiniment multipliés sur eux-mêmes de toutes les façons possibles. Et le développement vient lorsque, et là sans doute il faut invoquer les décrets de Dieu dans la création du monde, décret normal, Dieu a fixé un moment où chaque germe sera appelé à déplier ses propres parties, et à un moment où il retournera à l'état plié, enveloppé. Oui, c'est une belle vision. Et alors, à ce niveau, je dirais très bien que, je l'ai dit, c'est très bien que une âme est toujours liée à un organisme, bien plus. Une âme ne perd jamais son corps. Une âme est toujours liée à un corps. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort? Là, il se pose complètement. Là, il frôle évidemment l'hérésie. À la mort, dit-il, c'est pas du tout que l'âme se sépare du corps. L'âme est finalement inséparable du corps. Alors, qu'est-ce qui se passe à la mort? Quand je meurs, ça veut dire que mon organisme a fini son temps. Ça veut dire son temps de développement. Mes parties organiques se replient à l'infini. Se replient à l'infini. J'ai beau me faire brûler, elle subsiste dans les cendres. Donc, mon âme n'a pas quitté son corps. C'est simplement qu'au lieu d'être en rapport avec un corps développé, elle est en rapport avec un corps infiniment replié et enveloppé sur lui-même. Voyez ce qu'il a dans la tête, Leibniz, que nous n'avons plus guère dans la tête, c'est de justifier la résurrection du corps. C'est que viendra l'heure où pour la seconde fois Dieu nous appellera au développement de nos parties organiques, et ce sera la résurrection des corps. Vous l'avez dit, nous dit, elle est très mal dite résurrection des corps, puisqu'il n'est rien d'autre que la manière dont Dieu rappelle notre organisme impliqué, notre organisme enveloppé, à un second et dernier développement. C'est une belle idée, mais les catholiques n'aiment pas cette idée-là. Ils attaquent beaucoup la Église en disant « Vous êtes un peu matérialiste dans toute cette histoire. » Mais c'est pas tout. Je dirais donc, il y a des âmes enveloppées et développées, les âmes organiques. Il y a des âmes enveloppées et développées partout dans les tâches d'enfants.
elles sont infiniment disséminées dans les replis de la matière. Vous voyez, quand je meurs, ça veut dire mon âme organique se plie infiniment dans les replis de la matière. Je me plie infiniment dans les replis de la cendre. Et là, j'attends tranquille que Dieu, comme dit Leibniz, me rappelle sur le grand théâtre. Et le grand théâtre, c'est quoi? C'est l'étage d'en haut. Non pas que toutes les âmes soient appelées à l'étage d'en haut. Toutes les âmes simplement animales, sensitives, restent à l'étage d'en bas, soit infiniment pliées dans les replis de la matière, soit dépliées conformément à leur degré fini de développement. Non. L'étage d'en bas. Ce sont les âmes que la vie s'appelle parfois des âmes sensitives. Et certaines âmes ont été prévues par Dieu dès la création du monde, comme raisonnables, douées de raison. Pas toutes les âmes, mais une infinité d'âmes ont été par Dieu créées comme âmes raisonnables. Ça veut dire quoi? Les âmes raisonnables, ce seront des âmes spéciales. Elles aussi, elles sont inséparables d'un organisme, et d'un organisme infiniment plié. Donc, elles aussi, elles hantent l'étage d'en bas. Elles hantent l'étage d'en bas. Oui, il n'y a pas d'autre mot que hanter l'étage d'en bas. Mais quand le moment vient, prévu par les décrets de Dieu, quand le moment vient, alors leur partie ne se contente pas de se développer jusqu'à un degré fini qui correspond à la perfection de l'espèce, mais elle monte. Elle monte à l'étage d'en haut. Mot que la Leibniz emploie et qui paraît alors avoir un sens très, il faut prendre à la lettre. Les âmes destinées à être raisonnables prennent une élévation. Il faut prendre à la lettre dans notre chemin. La lettre, elle monte de l'étage d'en bas où elles existaient. Tant qu'elles étaient infiniment pliées sur elles-mêmes, et qu'elles accèdent à l'étage d'en haut, qui est leur région de destination. Ce sont les véritables âmes qui mériteront pleinement le nom de monade, et seulement celles-là mériteront pleinement le nom de monade. Les autres ne seront désignés que comme des sous-monades ou des monades inférieures. Et alors, dans l'âme raisonnable développée pour l'âme raisonnable et seulement pour elle, développer, ça veut dire s'élever, monter, passer d'un étage à l'autre. Et alors, c'est pour ça que quand vous rencontrerez le terme d'élévation, il faut le prendre presque là, dans une espèce de formule physique. Et alors, à ce moment-là, ce sont ces monades-là, ces âmes raisonnables, qui sont telles qu'elles incluent les plis qui renvoient aux notions innées, aux idées innées, et elles correspondent à l'étage d'en haut. Elles
elles sont montées de l'étage d'en bas à l'étage d'en haut, et à la limite, c'est elles qui constituent l'étage d'en haut. En fait, l'étage d'en haut, évidemment, ne leur préexistait pas, puisque l'étage d'en haut, c'est uniquement les monades sans porte ni fenêtre, c'est-à-dire les monades raisonnables. Alors, je voudrais que vous sentiez comment, à travers cette espèce d'histoire naturelle, il y a aussi perpétuellement des renvois à ce qu'on a vu concernant le thème des mathématiques, tout ça. Et si je reprends, que vous voyez, tout notre thème, ça a été quoi? Finalement, ça a été marqué le rapport, alors, inflexion, inclusion. Comment on allait, moi je crois qu'on ne comprend rien à la Église si on ne part pas de l'inflexion. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est sur quoi on reprendra la prochaine. Il faut partir de l'inflexion et de cette donnée mathématique de base. De là, on va à l'inclusion, c'est-à-dire à la découverte de la parole. Ça, c'était le premier point important. Et ça présuppose, et ça renvoie à une conception, je ne sais pas comment dire, mathématico-logique de l'influence. Si vous n'avez pas compris, là, dans le premier trimestre, la nécessité du passage à inflexion-inclusion, je crois que ça ne peut pas devenir pour vous, ce que dit Leibniz. Et le deuxième point, c'est cette fois-ci, si l'on tient compte directement de l'infini, c'est l'espèce de face-à-face, ou de formule de figure inversée de Dieu et de la monade, c'est-à-dire de Dieu et de la notion individuelle, de Dieu et de l'individu. Je vous disais, la formule... Ah, je ne peux pas le citer là. Il est hors ce schéma-là. Il est beaucoup plus dans les rapports inflexion-inclusion qui ne se laisse pas dire dans ce schéma. Il n'y a aucune raison d'un schéma qui regroupe tout. On verra qu'il y a toutes sortes de schémas. Pour moi, ça, c'est le schéma de base. L'autre schéma, ben, en un sens, c'est presque évident. Il faut que vous le saisissiez d'intuition. Si je dis, qu'est-ce que c'est que... La question, c'est, dès lors, si j'ajoute, là, j'ai la monade. Là, j'ai la matière opérant par masse. Dans tout ça, je n'ai pas encore de Dieu. Et pourtant, il est partout, puisqu'on en parle tout le temps. Il faut tout le temps invoquer Dieu. Bon. Où est-ce qu'on le situera? Alors, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le faire rentrer dans le schéma, mais à condition de faire pousser d'autres constructions. On peut sentir tout de suite, par exemple, que ça, en étage d'en haut, il présente une monade, sans porte discrète, avec toutes ses portes, tout ça, sa tapisserie interne, et elle inclut le monde. Il se trouve qu'il y a une infinité de monades. Vous vous rappelez qu'il inclut le monde chacun de son point de vue. Donc, d'une monade à l'autre, les plis ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas dans le même ordre, tout ça. Donc, en fait, la petite construction d'en haut, elle est dédoublée à l'infini. Bon, je dis, l'étage d'en bas et l'étage d'en haut communiquent. Mais tous les étages d'en haut, c'est-à-dire toutes les monades, comment est-ce qu'elles communiqueraient? Elles n'ont ni porte ni fenêtre. Et à leur niveau, reste absolument vrai qu'elles n'ont ni porte ni fenêtre. Là, alors, tout le problème rebondit. Chez Leibniz, les problèmes, ils ne cessent pas de rebondir. Si elles ne communiquent pas, qu'est-ce qui va les faire communiquer? Vous sentez tout de suite. C'est là
La communication ne peut être que musicale. Elle ne peut être que musicale. Chacune chante un air qui est en harmonie avec l'air de l'autre. Mais elle ne connaît pas l'air de l'autre. Il a une splendide métaphore, il aime bien une situation. Ce qu'il adore, c'est un orchestre dont les parties s'ignoreraient elles-mêmes. Chacune jouerait son air. Vous dit là. Et dans quelles conditions est-ce qu'il y aurait une harmonie entre les airs? Chaque monade pousse sa chanson. Si vous préférez, il faudrait dire techniquement, chaque monade est une ligne mélodique. Il y a donc une polyphonie des monades. Ça ne suffirait pas, parce que chaque monade a déjà une infinité de lignes mélodiques. Les plis, les inflexions sont des lignes mélodiques. Et là, ce n'est pas une métaphore. Une ligne mélodique est une inflexion sonore. Pourquoi même, on définirait pas, on verra quand on en sera au thème de l'harmonie chez Leibniz. Peut-être qu'on prendra ça comme définition d'une ligne mélodique. C'est une inflexion sonore. Là, donc je peux dire déjà il y a une infinité de mélodies dans chaque monade. Presque je peux dire qu'une monade a une mélodie caractéristique. Vous, moi, chacun en a. Voyez, bon, très bien, on a son petit air. Ce qui assure l'accord des lignes mélodiques, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Si je définis la ligne mélodique comme l'inflexion sonore, je définis l'harmonie comme l'accord entre deux lignes mélodiques. Qu'est-ce qui peut bien assurer l'accord des lignes mélodiques puisqu'elles s'ignorent l'une l'autre? Chaque monade est en son parti de fenêtre. Ça va être le problème de l'harmonie. D'où vient l'harmonie entre les monades? C'est-à-dire d'où vient que, renvoyant, chacune incluant le monde, toutes pourtant renvoient à un seul et même monde et composent un seul et même monde. Il est évident que la réponse sera cherchée du côté de Dieu. Mais je vous rassure tout de suite que Leibniz ne dit pas, et bien voilà, c'est grâce à Dieu, et puis on voit. Il explique comment Dieu fait. Et c'est extrêmement compliqué, les opérations de Dieu chez Leibniz. Il est certain que Dieu est un prodigieux mathématicien chez Leibniz, au courant des découvertes les plus modernes, qui étaient celles de Leibniz lui-même. Donc, Dieu opère singulièrement comme Leibniz. Mais d'où vient ça? Encore une fois, et c'est ça qu'il faut que vous gardiez aussi de nos acquis du projet. Quelle est la formule alors? Je dirais, inflexion-inclusion, le rapport de l'un à l'autre, vous pouvez le comprendre que, déjà en faisant intervenir une théorie de l'infini. Si vous vous installez dans cette théorie de l'infini, vous voyez deux situations. L'infini, c'est d'abord Dieu. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? Est-ce que c'est l'infini tout court? Non. C'est l'infini en tant qu'il est censé constituer un être un. Parce que si je dis je crois à l'infini, je ne dis pas pour ça que je crois à Dieu. Quand est-ce que vous croyez à Dieu? Il faudrait savoir quand vous croyez à Dieu. Vous croyez à Dieu, pas du tout quand vous croyez à l'infini.
Vous croyez à Dieu lorsque vous croyez que l'infini fait un. C'est-à-dire que l'infini fait un être. Si bien que c'est ce que Leibniz dit très bien. La preuve ontologique, la preuve de l'existence de Dieu ne marche pas si on n'a pas montré à quelles conditions l'infini est susceptible de former un être. Car si l'infini ne forme pas un être, l'infini ne prouve absolument rien. Vous voyez, il y aurait deux niveaux même de discussion. Est-ce qu'il y a de l'infini? Peut-être qu'il n'y en a pas. Et puis deuxième question, même à supposer qu'il y ait de l'infini, pour parler d'un Dieu, il faut que cet infini constitue un être. Voilà. À quelles conditions? C'est ça que Leibniz dit contre Descartes. Descartes va beaucoup trop vite, parce qu'il conclut l'infini à Dieu, mais il n'a pas montré à quelles conditions l'infini était capable de faire un être. Donc, l'infini comme constituant un être un. Je dis, en effet, il ne peut pas y en avoir deux. C'est la formule magique de Dieu, infini sur un. Donc, je ne peux pas dire infini égale Dieu, mais je peux dire infini sur 1 égale Dieu. Si la formule a un sens. Maintenant, venons à la monade. Donc, à l'âme d'en haut. Elle est unité. On l'a vu, son point de vue, son individualité. Elle est l'individu même. Elle est la notion individuelle. Et elle enveloppe l'infini. C'est toute l'histoire des inflexions. Elle inclut tous les plis à l'infini. Sa formule, c'est donc 1 sur infini. Égale la notion individuelle, la monade. Entre les deux, vous vous rappelez, il y a le rapport exact qu'en arithmétique, on appelle le rapport d'un nombre et de son inverse. Un nombre pouvant toujours être écrit sous la forme fractionnaire où le dénominateur est égal à l'unité. 2 égale 2 sur 1, 3 égale 3 sur 1, etc. Le nombre inverse est celui que vous obtenez par échange du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire le nombre inverse de 3, c'est 1 sur 3. Le nombre inverse de Dieu, c'est 1 sur infini. D'où je peux dire, en effet, la monade est l'inverse de Dieu. Ce qui n'empêche pas que parfois, dans d'autres textes, Leibniz nous dira Dieu est la monas monadum. C'est la monade des monades. Il veut dire la monade supérieure à toutes. Dans d'autres textes, il suggérera que Dieu n'est pas un point de vue, bien qu'il passe par tous les points de vue. Vous voyez, il y a une variante, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il faut toujours choisir dans un ensemble de textes comme une échelle de rigueur. Moi, je pense que les textes les plus rigoureux seraient ceux
où la Leibniz tente à nous dire que Dieu et la monade sont dans le rapport, dans un rapport inverse à proprement parler, c'est-à-dire que la monade est l'inverse de Dieu. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire et sur l'importance de ce texte. Mais voilà, alors c'est presque à mon tour de vous demander certaines choses. D'abord, si j'osais, mais tu me réponds sincèrement, hein, si ça t'ennuie ou pas. Si tu reviens d'autre fois, moi j'aurais évidemment un souhait qui est une intervention de toi, mais qui viendrait au moment où on se mettrait d'accord, si tu voulais bien. Je vais avoir à m'occuper beaucoup de la conception des singularités chez la Leibniz. Et vous sentez pourquoi je dis ça, les singularités. Parce que une inflexion ne peut se définir que par une singularité que les mathématiciens appellent précisément une singularité intrinsèque. Si vous prenez, je veux dire, une singularité, c'est quoi? C'est très important parce que là, j'en reste à des choses pas bien d'un point de vue mathématique, mais c'est lui qui me corrigerait. Une singularité, c'est pas difficile, c'est lorsque quelque chose en mathématiques arrive, quoi que ce soit, arrive à quelque chose, quand un événement se produit. Dès qu'il y a un événement, il y a une singularité. Une singularité, c'est donc l'empreinte d'un événement sur un être mathématique, supposons. Or, la richesse de cette notion de singularité me semble vraie. Donc, je crois que si la philosophie n'arrive pas, je crois pas qu'elle soit encore arrivée à une conception saine des singularités, saine et rigoureuse des singularités, elle perdra de plus en plus tout contact possible avec le travail mathématique. Et que là, c'est une espèce de tâche commune d'abord. Or, heureusement, au département de mathématiques de Vincennes, peut-être en raison des rapports privilégiés qu'il y a toujours eu entre la philosophie et les mathématiques ici, de Saint-Denis, je crois que vous vous occupez énormément des singularités. Alors, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, une inflexion, elle a une singularité immédiate, qui est une singularité intrinsèque, c'est le point d'inflexion, là où la tangente traverse la courbe. C'est une singularité intrinsèque, pourquoi? Parce qu'elle est dite intrinsèque parce qu'elle est indépendante de tout axe de corde. Elle renvoie à aucun axe de corde. Il n'y a pas de début, de fin, il n'y a pas d'extrémum, il n'y a pas de haut, de bas, etc. Il n'y a pas de pesanteur, il n'y a aucune détermination extrinsèque. Je dirais le point d'inflexion, c'est la singularité intrinsèque par excellence. Bon, vous comprenez cette essence-là. Ensuite, vous pouvez avoir des singularités célèbres qui sont, comme on dit, des extrémas. Par exemple, un carré a 4 singularités. Vous pouvez dire qu'il a 4 singularités. Les autres points, un point quelconque, étant un ordinaire, et non pas une singularité. Et à ces 4 singularités correspond en effet quelque chose qui arrive, un événement. La singularité, c'est le nom de l'événement mathématique. Or, l'événement, c'est l'inflexion. L'événement de base, c'est l'inflexion.
Mais enfin, là, vous avez des singularités, mais sans doute des singularités secondes, qui impliquent des axes de coordonnées, qui impliquent des extrémas, la détermination d'extrémas, les extrémités d'un segment, etc. Donc, vous avez toutes sortes de singularités. L'idée de départ que je voudrais prendre, c'est que l'inflexion, elle, présente la singularité intrinsèque de base. Mais à mesure qu'on avancera, on va s'apercevoir que Leibniz se livre à une théorie des singularités. Alors surtout, vous êtes déjà armés pour ne pas confondre singulier et individuel. La notion individuelle, c'est la monade. Elle inclut le monde, donc, à la limite, toute la série des inflexions possibles. La singularité, c'est tout à fait autre chose. C'est l'élément génétique de l'inflexion. Donc, il faut dire la singularité est pré-individuelle. Il ne faut pas confondre singulier et individuel. Singularité désigne l'aventure ou l'événement. La notion individuelle renvoie, elle désigne le sujet qui provoque ou subit l'événement. Quel sera le rapport de la singularité et de l'individu? Quel est le rapport singularité-individu? Ce sera un problème essentiel pour nous. On ne pourra y atteindre que par un développement de la théorie mathématique des singularités. Est-ce qu'il y aura à forcer Leibniz? Oui et non. Pourquoi? Parce que Leibniz, je crois, est le premier théoricien mathématique des singularités. Or, là, sans doute, tu le dirais infiniment mieux que moi, et vous savez, en mathématiques, il n'y a pas de théorie des fonctions qui ne soit en même temps une théorie des singularités. Or, la théorie des fonctions est la base des mathématiques modernes. Vous comprenez que ce qu'on appelle une fonction en mathématiques est indéfinissable indépendamment du système des singularités. Donc là, on sera au cœur des mathématiques. Alors, quitte presque, là, ce que je te demande, c'est est-ce que ça t'embête ou pas? Au moment où j'en serai là, je te préviens la semaine d'avant, et tu repenses à ça. Toi, tu connais bien Leibniz, tu as vu les textes, ah ben, ce serait d'autant plus précieux. Alors, ça ne t'ennuierait pas en principe. Je téléphone une semaine avant, voilà, et pas trop. Parce que je dis aussi pour notre programme futur, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, et également que j'aime beaucoup aussi, et qui est très compétente, qui est Isabelle Stengers. J'en parle parce qu'elle n'est pas là. Je suis frappé de l'importance énorme d'un philosophe, je ne sais jamais qui, d'un philosophe américain, qu'on ne connaît plus aujourd'hui parce qu'il a été liquidé par la bande à Wittgenstein, et qui est un des plus grands génies du XXe siècle, qui s'appelle Whitehead, et qui est à la fois un grand logicien, un grand mathématicien, un grand physicien, et en plus un grand philosophe. C'est le dernier, il me semble, qui réunit cette figure encyclopédique qui vient de Leibniz. Et je suis frappé à la fois par son originalité absolue, Whitehead, je ne vais pas dire du tout que ce soit un disciple, mais par sa rencontre constante avec Leibniz. Et là, je crois même que c'est grâce à Whitehead que peut-être on peut comprendre des choses dans Leibniz qui sinon nous resteraient beaucoup plus obscures. Et que Whitehead nous permet une lecture de Leibniz, non pas particulièrement moderne, ça ce serait pas bien,
mais que les développements qu'il a apportés rendent lui non. Si bien que j'ai demandé à elle de bien voir, comme elle connaît très bien Whitehead, aussi de m'aider sur ce point. Troisième point que j'ai demandé, c'est à 2 d'entre vous, mais ça n'exclut personne d'autre, de foncer sur le thème de l'harmonie, pour la raison suivante que je résume, parce que pour que tout le monde comprenne l'enjeu du problème. Harmonie, chez Leibniz, c'est un mot qui apparaît tout le temps. Tous les commentateurs de Leibniz en tiennent compte et commentent l'harmonie. Mais à ma connaissance, personne ne s'est livré au travail, parce que c'est un travail fastidieux en même temps, et qui me semble pourtant infiniment nécessaire. C'est que harmonie a des sens extrêmement différents. Par exemple, qu'en mathématiques, en arithmétique, il y a une histoire de moyennes dites harmoniques, qui se distingue des moyennes dites arithmétiques. Or, je note juste, les moyennes dites harmoniques se distinguent des arithmétiques parce qu'elles tiennent compte essentiellement non seulement de nombres, mais de l'inverse de ces nombres. Vous voyez, l'inverse au sens rigoureux arithmétique, c'est-à-dire la transformation du numérateur et du dénominateur. Voilà, un premier domaine, l'arithmétique. Un deuxième domaine, c'est l'acoustique, lorsqu'on parle des harmoniques d'un son. Cette fois-ci, les harmoniques d'un son renvoient à une notion arithmétique elle-même, qui est celle des nombres premiers. Leibniz s'est hanté par la réflexion sur les nombres premiers. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est la seule manière de définir les nombres. Il a une idée sur laquelle on viendra déjà dès la prochaine fois, une idée fondamentale pour lui, qui est qu'un nombre ne peut être défini que par ces nombres, que par les nombres premiers qu'il inclut. En d'autres termes, décomposer, c'est décomposer. Bien plus, il en tirera une règle de logique. Si vous voulez décomposer quelque chose, analyser quelque chose, il faut trouver dans le domaine de ce quelque chose qui est l'équivalent des nombres premiers. C'est l'objet de la caractéristique. Par exemple, si vous avez 6, qui n'est pas un nombre premier, si vous voulez la définition de 6, vous le décomposez en nombre premier. Ça vous donnera quoi, là? Une définition de 6. Vous savez ce que c'est un nombre premier. Hein? Reportez-vous au Larousse. Je veux dire, cet extrait, il faut que vous travailliez aussi. Et là, vous direz, la seule définition, c'est un peu pour répondre à Platon. Si vous voulez, Platon, il nous disait 6, c'est quoi? Très curieux, 6, c'est 3 plus 3, mais c'est aussi 2 plus 4, et puis c'est aussi 5 plus 1. Alors 6, c'est quoi? D'où il y a une idée de 6. Vous pouvez le décomposer de multiples manières. Là, il dit peut-être. On peut toujours décomposer les choses de toutes sortes de manières, mais il n'y en a qu'une bonne. Et ça aussi, c'est contre Descartes. C'est très, très malin. Et bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr. Voilà. Faites toujours ce que vous voulez, mais vous savez, il n'y a qu'une bonne manière. Hein. Il n'y en a pas plusieurs bonnes. La seule bonne, c'est la décomposition en nombre premier. Si bien que pour toute chose, il faut que vous trouviez des équivalents de facteurs premiers. Parce que quand vous avez décomposé quelque chose dans ces facteurs premiers, vous êtes sûr au moins que les facteurs premiers, vous ne pouvez plus les décomposer, puisque par définition, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même. Il ne peut pas être divisé par un autre nombre. Donc, quel que soit le nombre, voyez comment vous pouvez le définir. Si vous pouvez le définir, eh ben,
Alors les nombres premiers eux-mêmes, vous ne les définissez pas? Non, il n'y a pas à définir les nombres premiers. Dans leur domaine, dans le domaine du nombre, ce sont des éléments primitifs. Bon. Alors ça nous fait donc à nouveau une définition, un domaine de l'harmonie. Les harmoniques et les nombres premiers. Je disais tout à l'heure, les moyennes et les nombres inverses. Premier domaine d'harmonie. Deuxième domaine d'harmonie. Les sons et les nombres premiers. Troisième domaine, musical. Les lignes mélodiques et l'harmonie. Quelle est la situation de l'harmonie par rapport aux lignes mélodiques? Je crois que c'est pas la peine ou c'est trop facile de faire un commentaire sur l'harmonie chez Leibniz si, une fois dit que lui-même emploie le mot de toutes sortes de manières, au point que dans un texte, dans une note de quelques pages, il a une formule splendide. Il dit exister, c'est harmoniser. Être sous une harmonie quelconque, être en proie à une harmonie. Eh ben, ça, c'est les 3 points. Et en effet, parce que dans notre recherche Leibniz, le baroque, ce sera très lié à du coup, qu'est-ce que c'est que la musique baroque? Et surtout, quel rapport entre la musique baroque et l'harmonie? Le dégagement de l'harmonie dans le son de la musique. Est-ce que ça a des correspondances avec le dégagement de la philosophie de Leibniz dans la philosophie? Tout ça. Juste un point, il y a un appareil qui est relativement nouveau, qui a été créé il y a une dizaine d'années. C'est un appareil technologique de pointe et qui sert aux musiciens, aux compositeurs, à partir d'une note donnée, de donner en même temps sur un pôle gauche et droite, donc avec une référence spatiale si on veut, une harmonisation, une cinquième par exemple. Tu as la note au centre, la cinquième à gauche et la septième à droite. Et l'appareil s'appelle un harmonizer. Enfin, c'est le nom anglais, un harmonizer. Tu m'en avais parlé, tu m'avais même expliqué là, il y a 2 ans, je ne sais plus. Tu vas retrouver. Ça, ce sera en plus, c'est une combinatoire. Pas complètement, mais ça veut dire que même technologiquement, aujourd'hui, C'est les un appareils de appareil, pointe, et Boulez se sert de ça dans Réponse. Ah, le fameux appareil, Oui, c'est ça, c'est un harmoniseur. Ouais. Tu crois? Ah oui, oui. Le sien coûte beaucoup plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce, mais c'est un harmoniseur. Ce n'est qu'un harmoniseur. C'est un harmoniseur qui a en plus des positions de délai et d'écho préétablies. Donc non seulement là où... Préétabli. Non, mais qu'on choisit, qu'on fixe. J'entends bien, mais préétabli. Voilà, Ce Boulez, c'est toujours pris pour Dieu. Ben ça, il me faut le schéma, ça. Retrouve le schéma de ça. Non, non, tu m'avais montré des schémas. Tu les as pas perdus? Voilà nos tâches. Et je crois que la première à venir, ce sera singularité. Hein. Du coup, je te téléphonerai la semaine prochaine, je saurai un peu dans quel... alors, on verra. J'espère qu'on aura le temps s'il n'y a pas trop d'événements. Tout ça. Oui. La question qui m'intéresse, vous avez parlé tout à l'heure de la résurrection. Est-ce qu'il y a aussi une approche vis-à-vis de la réincarnation chez l'Église? De la quoi? L'incarnation. Réincarnation. Non, alors vous ne m'avez pas compris parce que ce qui sortait de ce que j'ai dit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réincarnation. Puisque nous ne perdons jamais notre organisme. Il a un texte admirable, adorable, où il dit « Tout l'Orient s'est trompé parce qu'il n'y a pas de métempsychose. Il y a un métaschématisme. » Et le métaschématisme, ça veut dire les stades d'enveloppement et de développement. Il ne peut pas y avoir de métempsychose parce qu'il ne peut pas y avoir une âme qui passe d'un corps à un autre.
Il ne peut pas y avoir d'âme sans corps, et il ne peut pas y avoir d'âme qui passe d'un corps à un autre. Vous êtes condamné à votre corps. Simplement, tantôt votre corps est gros et volumineux, et vous donne toute satisfaction. Tantôt, il est tellement plié sur lui-même qu'il gît dans de la cendre, dans des replis de matière. Où là, vous êtes complètement abruti, parce que vous n'avez aucune raison. Vous, suivant sa splendide idée, dans cet état de l'organisme complètement plié sur soi, l'organisme saisit des choses, continue à percevoir, mais tout est rumeur. C'est l'état de la rumeur. Quand vos parties organiques sont complètement pliées, vous êtes exactement dans le même état où la seule chose qui pourrait vous donner une vague idée de votre état enveloppé, c'est lorsqu'on vous donne un grand coup sur la tête et que vous êtes en évanouissement. Il n'y a pas de mort, il y a que des évanouissements chez lui. C'est une merveille. Je m'évanouis, quoi. Regardez-moi, je m'évanouis, et puis, et puis je suis comme ça, comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Puis si vous attendez assez longtemps, c'est la mort du vampire, quoi. Je rétrécis, et puis vous ne me voyez plus. Mais je suis toujours là, attaché à mon corps, simplement c'est mon corps qui s'est replié. Alors il n'y a jamais de réincarnation, puisqu'il n'y a pas eu de désincarnation. Et il n'y a pas de métempsycose. Je ne peux pas passer d'un corps à un autre, ça, oh non, ça. Jamais vous ne serez hanté par l'âme d'un autre. Pas possible. Chacun garde son corps, simplement dans quel état. Et on le retrouvera au moment glorieux du rappel des corps. Mais voyez, le rappel des corps, c'est pas la même chose que l'élévation. L'élévation, c'est un concept très laïque. C'est lorsque les âmes, appelées à être raisonnables, déplient leur propre partie, et sont dès lors appelées à l'étage d'en haut. Quitte à en redescendre quand elles replient leur propre partie, ayant achevé leur vie. C'est beau, hein. Est-ce qu'il y a eu à l'histoire de la philosophie un moment de débat entre des méthodes? Quoi? À travers l'histoire de la philosophie, est-ce qu'on a connu des moments de débat entre les deux méthodes? Entre les deux courants, Oui, la métempsychose et ce genre de doctrine. Écoutez, c'est pas là, je dirais, c'est pas une question d'histoire de la philosophie, parce que si vous souhaitez un débat dans ce type, c'est un débat que je crois les chrétiens ont mené dans leur opposition à la transmigration, à la métempsychose. D'autre part, c'était déjà à la mode au XVIIe siècle, beaucoup, l'entretien entre un philosophe chrétien et un philosophe chinois. Il y a un texte de Malebranche qui est pas mal, qui s'appelle précisément Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois. C'est tout à fait satisfaisant pour le philosophe chrétien, en tout cas. Et d'autre part, Leibniz, lui, il avait une idée. Il aimait beaucoup Leibniz, les entretiens avec les philosophes chinois. S'il avait une idée que les Chinois, c'était plus fort que les Européens, mais quand même les Européens étaient moins forts que Leibniz. Alors, il avait une idée, c'est que, je vous disais tout à l'heure, pour faire des décompositions, j'ai eu le temps de vous parler encore de tout ça. Je pensais vous laisser parler, et puis voilà, mais c'est des bonnes choses, ça vous familiarise avec Leibniz. Il disait, pour faire des décompositions, il ne faut pas croire que tout soit possible, bien plus, il faut aussi trouver le bon système symbolique. Très souvent, vous ne pouvez pas décomposer quelque chose parce que vous ne tenez pas le système symbolique. Et revenons toujours au nombre. Leibniz nous dit des choses très, très, très insolites pour le XVIIe siècle, qui le marquent, lui, et que seuls les mathématiciens de son temps comprenaient complètement. Mais il crève tellement les étanchéités, philosophie mathématique au XVIIe. C'est très particulier. Il dit, vous comprenez, si vous en restez au système décimal, c'est-à-dire notre système courant, il y a des choses qui sont très difficiles à démontrer,
concernant les nombres. Par exemple, démontrer que 3 multiplié par 3 égale 9, c'est pas facile. Il adorait ce genre de démonstration. On verra la prochaine fois comment il démontre que 2 multiplié par 2 égale 4. Il pensait dans sa tentative de logique et de combinatoire et de caractéristique, il pensait ça nécessaire, il avait raison. C'est par là même qu'il est tellement moderne. Mais il dit, si vous prenez le système décimal, c'est pas facile. En revanche, à certains égards, dit-il, le système binaire, qui ne connaît que 2 termes, qui ne connaît que 2 chiffres, 0 et 1. C'est ça le système binaire. Vous écrivez tout nombre avec 0 et 1. Vous voyez, je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas, vous l'avez appris à l'école, j'espère. 0, c'est 0, ça marche. 1, vous l'écrivez 0, 1, c'est-à-dire vous l'écrivez 1, ça marche encore. Et mettons pour plus de netteté, vous l'écrivez 0, 1. 2, en système binaire, vous l'écrivez. Voilà. 1, 0. 3, vous l'écrivez. Voilà. Vous vous rappelez tout. 4, vous l'écrivez. Voilà. Vous devez passer à 3 termes pour 4, puisque vous avez épuisé les combinaisons à 2 termes. Vous l'écrivez 1, 0, 0. 5, vous l'écrivez. Voilà. Etc., etc. Tout va bien. Vous avez un système binaire. Si vous avez à multiplier 3 par 3, vous multipliez 1, 1 par 1, 1. Alors, du point de vue de la multiplication, vous avez par là, puisque c'est la multiplication par 1, vous avez multiplié, vous allez avoir une petite, mais forte comme vous êtes, vous vous rappelez de tout, hein, c'est bien ça. Ça, c'est des choses qu'on fait en 6e, ça, il me semble. Hein. Là, vous allez avoir 1, pas de problème. Là, vous avez 2. Mais 2, c'est quoi en binaire? C'est 1, 0. Vous écrivez donc 0, et je retiens 1. 2. Donc, vous avez 1, 0, 0, 1. Là, il se dit, pour arriver à la démonstration que 3 multiplié par 3 égale 9, il est beaucoup plus facile et les opérations sont beaucoup moins longues si l'on passe par le système binaire que si l'on passe par le système décimal. Alors bon, il va montrer ça, ça l'intéresse beaucoup, parce qu'il dit finalement, ce qu'il y a de génial dans le système binaire, c'est que les 2 signes sont les signes de l'être et du néant. Il a un texte très beau. Hein. C'est comme ça que Dieu calcule. Dieu calcule évidemment en système binaire, puisqu'il n'a que 2 choses, l'être et le néant. Il ne peut pas calculer par 10, Dieu. Ce serait absurde. Or, dit-il, les Chinois, c'est un texte de la philologie. Un texte de la philologie, il n'a pas de titre, hein, c'est dans les conditions. Vous savez, les œuvres publiées de Leibniz sont divisées en essentiellement philosophie, mathématiques, et puis toute une poussière de textes. Il y a les textes de philologie, il y a les textes de mines. Il s'est intéressé à tous les mines. Vous savez pourquoi il s'est intéressé aux mines? Et moi, je le comprends. Moi, je peux l'expliquer au moins. C'est un grand avantage.
C'est parce que c'est des veines et des filons, c'est des inflexions. Les mines, ça le passionne, vous comprenez. Le thème du filon, ça lui donne raison pour toutes ces histoires de repli de la matière. Les mines, c'est le cas même de l'état de la matière en repli. Si bien que dans toutes sortes de lettres, Leibniz demande à des spécialistes des renseignements sur les mines, comment faire un filon d'argent, tout ça, les mines du Hanovre, il va enquêter là-bas. Et ce qui l'intéresse, c'est comment la matière se plie. Pensez, c'est une idée. Si vous connaissez un peu Descartes, faut sentir à quel point une philosophie et une autre peuvent être étrangères, même quand elles traitent de problèmes apparemment semblables. La curiosité de Leibniz, vous comprenez, c'est tout le temps, mais ça se tord. Il n'y a pas de choses droites. Les choses ne cessent pas de se tordre. Comment se reconnaître dans un monde où tout est tordu? Est-ce qu'il faut détordre Descartes? Il détord tout le temps. Descartes, il vous fout des coordonnées telles que... Bon, Descartes, il ne pense qu'à une chose, rectifier. Leibniz, non, pas du tout. Il faut suivre les inflexions. Il faut voir où elles nous mènent. Il faut... alors, Lénine, c'est admirable, c'est inflexion et inclusion. Vous pensez, ça a tout pour lui plaire. Des inflexions dans de la roche. Ça réunit tout. L'inflexion et la monade. Il est content. Tout ce qu'il y a de content, il est ravi. C'est la preuve pour lui que le monde est leibnizien, qu'il y ait des mines. Mais alors les Chinois, dit-il, ils ont un calcul que personne n'a compris, tellement il est mystérieux. Je ne sais plus le nom de ce calcul, d'ailleurs. Il le donne, alors je ne sais pas, il faudrait demander à un spécialiste de chinois, là. Ah, ben, on en a un. On faudrait faire venir Brigitte. Ah, mais oui. Ah, mais j'y pensais pas, Brigitte. Eh oui. Enfin, le peu que je rappelle du texte de Leibniz, on demandera l'explication à Brigitte, c'est il opère par deux sortes de signes, des traits pleins et des traits en pointillés. C'est le calcul. Et il dit les missionnaires jusqu'à maintenant n'ont pas pénétré le secret de ce calcul. Alors il y a de bons espoirs. Ah bon? Oui, et d'ailleurs binaire aussi. Qui est binaire. Alors, c'est Leibniz. Alors, peut-être avec l'aide de missionnaires, qui dit, mais c'est un calcul binaire. Et alors, il dit, le mien, le nôtre de calcul binaire de l'avis de Leibniz est meilleur. Parce que les symboles numériques 0 et 1, pour Leibniz, sont infiniment plus maniables que les traits pleins et déliés. Ah, je n'entre pas dans la question, a-t-il raison ou tort? Mais c'est quand même qu'il n'oublie pas ses devoirs de chrétien, Leibniz, quoi qu'il ne soit pas catholique mais réformé. Et il dit, il faudrait le faire savoir d'urgence à nos missionnaires, écrit-il, car ce serait peut-être un très bon moyen pour convertir les Chinois. Alors, on arriverait, et puis on dirait aux Chinois, ben, vous comprenez, vous avez raison, vous avez tout trouvé de la vérité christique. Seulement, vous ne savez pas qu'elle est christique. Vous ne savez pas que c'est une vérité christique parce que vous procédez avec vos traits. Vous êtes resté d'une certaine manière cartésien. Les Chinois sont trop cartésiens. Vous êtes resté avec vos traits, des traits pleins, des traits déliés. Mais c'est pas ça. Si vous arrivez aux symboles arithmétiques, qui sont les vrais symboles de Dieu, 0 et 1, l'être et le néant. Là. Donc, du coup, vous reconnaîtrez la supériorité du Christ sur vos dieux. Voilà. Vous vous convertissez et on va vers l'unité du monde dont révèle Leibniz. C'est très important, cette histoire. Donc, ça fait une tâche de plus, faudrait, en effet, Rigic et les Chinois. On voilà bien. Bon, ben, tout va bien. Alors, à vous. Hein, à vous. Oui. La toile étant du
Oui, 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 oui. Vous avez complètement raison. Complètement raison, sauf que, voilà, comment il s'en sort, je suppose. Hein. Votre remarque est très très juste. Vous êtes un bon lecteur. Il faudrait supposer que cette toile ou membrane étant tendue eut une manière de ressort ou force d'agir. C'est-à-dire là, la tension renvoie à sa physique du ressort, c'est-à-dire de l'élasticité. Alors, si on comprend le texte, moi, je le comprendrai de la manière suivante. Ça ne veut pas dire cette toile ou membrane étant tendue par nature. Ça veut dire cette toile ou membrane, quand elle est tendue, représente l'état d'un ressort détendu. Alors, quand est-ce qu'elle est tendue? Elle est tendue lorsque les sollicitations par les petites ouvertures lui ont donné un choc là-dedans, je suppose. Hein. Sinon, le texte présente là une petite difficulté, vous avez complètement raison. Mais c'est une tension telle que si vous la relâchez, le pli se reforme tout seul, comme le ressort revient à sa position. Vous comprenez? D'où l'idée de force active. C'est parce qu'elle n'est tendue que si quelque chose venant de l'extérieur s'est accroché au bout. Alors ça a tendu le pli. Mais remarquez, en même temps, je dis c'est peut-être pas la peine, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être pas la peine parce que vous me dites la toile tendue, elle ne fait pas de pli. Si, ça peut être un pli tendu, ça peut être un pli rectiligne. Oui, mais ça suppose l'intervention de quelque chose d'extérieur. Oui, c'est ce qui entre par le bas. On ne peut plier quelque chose de tendu que par une force extérieure. D'accord, ça. D'où il faut les sollicitations du bas. Oui. Oui, oui. Parce qu'il y a en effet un pli qui tombe rectiligne, qui sera un pli tendu. Il y a le pli inflexion, et puis le pli rectiligne. Par exemple, dans une sculpture gothique, le pli est rectiligne. Chez Heidegger, j'ai le sentiment que le pli est... Oh, c'est trop... Non, il faudrait que je lise la note tout à l'heure. Comprenez, tout ça, je crois que c'est profond et que c'est très vrai ce que j'essaie de vous dire sur Leibniz. Mais ce que j'ai en arrière-pensée, c'est cette histoire un peu là, cette conception de ce mot insolite chez Heidegger qui revient constamment, le pli, et essayer de montrer qu'après tout, c'est peut-être pas une notion aussi bizarre qu'elle paraît, que c'est une notion qui a une très très longue histoire philosophique. Et que le pli heideggerien, je dirais presque, c'est un pli gothique. C'est un pli tendu, oui. C'est un pli tendu et qui a très peu de variété. Hein. C'est quand il ne savait pas encore bien faire tourner les plis, quoi. Il ne savait pas faire de l'inflexion. Est-ce que compte c'était Sartre? Sartre, ah non, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que Sartre, pour une bonne raison, c'est que toute la réinterprétation par Sartre, qui ne s'est jamais proposé de commenter Heidegger, Sartre, l'idée du pli, ça le déplaît beaucoup. C'est même passionnant dans les rapports, alors, anecdotiques, parce que ça passionne Merleau-Ponty. Mais si vous prenez dès le vivant de Merleau-Ponty et de Sartre, avant la mort de Merleau-Ponty, leur conversation et leur point de rupture dès la phénoménologie de la perception, c'est très net. Sartre, il passait son temps à dire la subjectivité, c'est ce qui fait des trous. Le thème fondamental de Sartre, c'est le trou. C'est le trou. Il y a un plein être, et là, il y a ce qu'il appelle des petits lacs de néant. Alors ma question, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Vous comprenez les gens qui critiquent Sartre en disant « Oh, il n'a rien compris à Heidegger ». C'est idiot, parce que ça ne vaudrait que si Sartre s'était proposé de comprendre Heidegger. Je crois que Sartre s'est proposé de se servir de certains points d'une méthode proche de celle de Heidegger, parce que
il était convaincu à cet égard, et puis il estimait avoir quelque chose à dire, il estimait à tort ou à raison avoir quelque chose à dire, ben, il l'a dit. Et ben, ce qu'il avait à dire passait par cette dynamique du trou. Le monde est comme un plein être, et monte et se forme, peu importe comment, des espèces de trous, lacs de non-être, qu'on appelle des pour-soi, c'est-à-dire des sujets. Mais c'est toujours le trou que Sartre invoque. Et lorsqu'il parle d'autrui, il a cette métaphore insolente pour autrui, à savoir le trou de vidange. Autrui regarde mon monde, et la métaphore est très belle, un autrui surgit, je suis là tranquillement à regarder, puis je m'aperçois que quelqu'un regarde quelque chose d'autre que moi. Voilà que mon monde bascule, et ce monde qui s'organisait si bien en fonction de moi se met à me filer sous le nez, vers l'appel de l'autre. Et c'est absolument comme si ce monde fluide se précipitait du côté de l'autre, comme pour y disparaître, comme dans un trou de vidange. Bien, alors ça conciliait le misérabilisme de Sartre, ça, il a toujours eu ça, la force d'une métaphore violente, tout y allait. Mais c'est toujours des trous. Et toute la théorie de la néantisation. Là-dessus, Heidegger et les heideggeriens le prennent de très haut et disent « Sartre n'a rien compris à ma pensée », dit Heidegger. Bon, d'accord. Mais encore une fois, on ne pose pas la question. Qu'est-ce que veut dire, par exemple, si Descartes se réveille de sa tombe et dit « Kant n'a rien compris à ma pensée ». Évidemment, Kant n'a rien compris à la pensée de Descartes. Il avait une tâche plus haute que comprendre la pensée de Descartes. Donc, il ne faut pas s'en faire. Bon. Alors, en revanche, Merleau-Ponty, dès le début, est hanté par. Il ne veut pas de trou. Très curieux. Je veux dire, c'est des choses très concrètes, vous comprenez, et c'est par là qu'il n'y a pas à discuter. Moi, je ne peux pas persuader Merleau-Ponty qu'il faut des trous. S'il n'aime pas les trous. Non, c'est pas la question. La question, c'est ce que les gens font, c'est le travail des gens, c'est pas discuter. Il faut dire à Merleau-Ponty, bon, t'aimes pas les trous, et ben, fais autre chose. Prends autre chose. Il faut concevoir les choses comme des axiomatiques. Bon, Sartre, il flanque des trous dans son axiomatique, des trous comme notion irréductible. Eh bien, d'accord, très bien. Simplement, qu'est-ce que tu vas en tirer? Si tu n'en tires de rien, des nullités, tu n'as qu'à les garder pour toi, tes trous. Si c'est beau, très bien, tu fais une belle axiomatique. Et c'est pas du tout que je sois indifférent au vrai. Je pense que la vérité, il y en a toujours assez d'après la richesse de ce qu'on dit, si on dit quelque chose. Bon. Eh bien voilà, et il n'y a pas lieu de discuter. Et Merleau-Ponty, lui, s'il ne veut pas de trou, qu'il fasse autre chose. Il fait des plis. Non. Et dès le début, dès la fin de la phénoménologie de l'esprit, il dit, et il a l'air d'avoir par rapport à Sartre une position modérée. Il dit, j'irai pas jusqu'à dire que le pour-soi néantise. Le pour-soi plisse l'être. Il ne fait pas des trous, il fait des plis. Il plisse l'être. En d'autres termes, Merleau-Ponty est infiniment plus fidèle à Heidegger. Ça, c'est évident. Et il retient de Heidegger l'idée du pli. Et il pense que Sartre prend un mauvais chemin. Parce que il n'a pas compris l'importance du pli. Et encore une fois, ce n'était pas la tâche de Sartre de comprendre l'importance de ceci ou de cela, puisqu'il avait autre chose dans la tête. Et chez Merleau-Ponty, vous trouvez alors toute une conception du pli qu'il va développer finalement d'une manière assez loin de celle de Heidegger. Il va prendre ses distances aussi. Ça n'empêche pas qu'il est toujours infiniment plus proche d'Heidegger que Sartre ne l'a jamais été. Et à cause de cette idée du pli, que lui va développer, alors d'une manière très bizarre, dans l'idée d'un chiasme optique, vous savez, d'un croisement, le pli devient une espèce de croisement, tout ça. Mais moi, ce que je voudrais apporter cette année, c'est ce point minuscule, là, c'est que peut-être que tout ce problème-là, qu'on lit trop à l'ontologie heideggerienne, est très très ancien. Et que comme en sculpture, des plis, il y en a toujours. Je veux dire, on ne fait pas de sculpture sans faire des plis.
que ce soit les plis de la chair ou les plis du vêtement, la sculpture, on pourrait dire, la sculpture c'est l'art du pli. C'est une manière, pourquoi pas. Mais c'est évident, vous ne confondez pas. Il suffit de regarder le devant des églises, vous ne confondez pas un pli roman et un pli gothique. Puis en plus, vous ne confondez pas un pli romain et un pli grec. À plus forte raison, alors mon hypothèse, moi, c'est que vraiment, le pli traité pour lui-même, l'autonomie du pli, c'est le baroque. C'est ça le baroque. L'opération du baroque, c'est un pli qui va à l'infini. Donc, qui n'est plus le pli rectiligne gothique. Il faudrait définir le pli roman, ça serait très difficile. Ça, si on avait un spécialiste de la sculpture, alors. Mais vous savez, tout est à faire. On s'aperçoit, c'est gai, les choses. Parce que je ne veux pas dire en même temps que les gens ne travaillent pas, ils travaillent énormément, mais tout est à faire. Ça paraîtrait évident qu'en sculpture, il y ait eu des choses faites sur le pli dans la pierre. Ça paraît un bon thème, ça. Alors je cherche, j'ai beau téléphoner à des spécialistes, mais c'est des fois douloureux chaque fois. C'est très rare les spécialistes qui savent répondre à une question simple. Je demande s'il y a... Je suis sûr qu'il y a de grands critiques d'art qui s'occupent du pli en sculpture. Il me semble en fait que j'ai un peu honte de faire la remarque, je ne sais pas pourquoi, mais que tu as au niveau théorique, en fait, quand tu dis que le pli, il faut remonter plus loin, tu as fait l'opération mais qui est juste et qu'il fallait faire, à savoir tu as fait exactement la même opération pour le pli par rapport à Heidegger dans ton livre, dans ton chapitre dans le Foucault, que tu as fait pour la durée chez Bergson, c'est-à-dire à un moment donné, la sortir de la subjectivité, pas de la subjectivité entre guillemets, la sortir de l'intériorité pour la pousser à sa puissance la plus forte, donc l'extérioriser. Et tu as fait exactement la même chose avec le pli. C'est-à-dire d'une durée, je veux dire, tu as réalisé la même opération, hein, c'est deux plans parallèles. Une durée qui était interne et intérieure à l'individu, tu as fait quelque chose d'externe et d'extérieur, d'ouvert et cosmique, mais à juste titre, je veux dire. Et de la même manière, pour le pli, on est passé d'un pli ontologique, entre guillemets, à quelque chose ouais. Voyez, moi, c'est ça qui me frappe. La manière dont quelqu'un... Qu'est-ce que ça veut dire, être systématique? C'est-à-dire être philosophe. Ça ne veut pas dire du tout vouloir tout ramener à avoir une idée fixe, ça ne veut pas dire ça. D'abord, ça implique avoir tellement d'idées, beaucoup d'idées, et c'est fatigant d'avoir beaucoup d'idées. Mais c'est vrai que c'est découvrir des aires de famille entre des choses absolument disparates. C'est trouver que des disparates se ressemblent si bizarrement. Alors, imaginez Leibniz. Il est hanté par quelque chose, par exemple. Et là aussi, je termine là-dessus pour... c'est presque une conclusion de cette première partie interminable. Les veines du marbre. Ça, les veines du marbre, ça lui plaît beaucoup. Si vous trouvez dans un texte de Descartes ou de Malebranche une allusion aux veines du marbre, d'une part, ça m'étonnerait. D'autre part, je parie que ce sera très anecdotique et extérieur. Quand c'est Leibniz, comprenez tout de suite que c'est pour lui la formulation de 1000 idées essentielles. Que les veines du marbre vont devenir le signe de 4 ou 5 idées qu'il agite. Le marbre a des veines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des inflexions dans le marbre. D'abord. Deuxièmement, ça veut dire que les inflexions sont incluses dans le marbre. Et ça a tout à fait des raisons de l'intéresser. Troisièmement, ça veut dire qu'il y a des replis dans la matière. Les veines dans le marbre désignent les replis de la matière. Et quatrièmement, lorsque Leibniz nous parlera des idées innées, c'est-à-dire des idées que les âmes raisonnables découvrent en elles,
et qui ne viennent pas du dehors, comme 2 et 2 font 4. Il nous dit quoi? Il nous dit les idées innées sont en puissance dans l'âme comme les figures sont en puissance dans le marbre que travaille le sculpteur. C'est-à-dire là, les veines du marbre ne sont plus les replis de la matière, ce sont les figures virtuelles qui sont dans l'âme, c'est-à-dire ce sont les plis dans l'âme. C'est-à-dire mes 2 sortes de plis peuvent renvoyer à l'image des veines du marbre. Donc c'est quelque chose d'assez obsédant. Je vous disais les mines. Oui, mais les veines du marbre, c'est encore mieux parce qu'elles couvrent les 2 étages. L'étage d'en haut et l'étage d'en bas. Les veines du marbre préfigurent les figures qu'on pourra tirer du bloc du marbre. C'est un cas. Deuxième cas, au niveau de la matière. Elles préfigurent les replis de la matière. Le monde est fondamentalement marbré. Dire le monde est fondamentalement marbré, ça veut dire le marbre n'est pas simplement quelque chose dans le monde, il est figure de monde. En d'autres termes, il est déjà ce mouvement de l'inflexion à l'inclusion.